dans l'obscurité d'une nuit sans lune, une maison solitaire semblait sombrer dans le silence. Chaque pièce était plongée dans une tranquillité inquiétante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. C'était une maison de campagne, ancienne et imposante, à la fois pleine de charme et de secrets. Pourtant, chaque nuit, quelque chose brisait la quiétude de ce lieu. Quelque chose d'inexpliqué, qui soulevait plus de questions que de réponses. Isabelle, la mère, n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. La routine quotidienne était marquée par des gestes familiers. Préparer le repas, lire des histoires avant de coucher son fils, Louis. Un enfant intelligent, curieux, toujours souriant. Mais une fois la nuit tombée, un phénomène étrange commençait à se manifester. Chaque nuit, elle se réveillait à la même heure, 3h07 exactement. La première fois, elle avait cru à un simple cauchemar, à une erreur de perception. Mais la deuxième fois, puis la troisième, elle ne pouvait plus ignorer la réalité. Chaque nuit, Louis disparaissait, sans laisser de traces. La première fois, Isabelle pensa qu'il était allé dans sa chambre jouer en cachette. Mais le lendemain, elle retrouva son fils, comme si de rien n'était, dans son lit, avec un air d'innocence totale. Mais ce n'était pas la même chose chaque fois. Chaque matin, elle retrouvait un peu plus de signes. Des traces de pas invisibles sur le sol de la chambre, une odeur étrange d'herbe mouillée qui imprégnait l'air, comme si Louis avait traversé des champs sans raison apparente. Mais jamais de preuves, jamais un indice réel, seulement ces sensations inconscientes, une inquiétude grandissante dans le cœur d'Isabelle. Les événements prenaient une tournure étrange, surtout lorsque, au bout de plusieurs nuits sans sommeil, Isabelle commença à entendre des bruits. D'abord, des murmures venant de la fenêtre, puis des pas discrets, comme si quelqu'un se glissait à travers la pièce sans bruit. Mais, le plus étrange, c'était la voix. Une voix faible, murmure d'un rêve à peine éveillé, qui appelait son nom dans l'obscurité. « Isabelle !» Ces mots, prononcés avec une telle clarté, mais sans une trace de vie, résonnèrent dans sa tête, se glissant entre ses pensées comme une idée envahissante qu'elle ne pouvait pas effacer. Ce soir-là, la voix se fit plus insistante. Une forme floue semblait se dessiner dans la brume qui envahissait la pièce. Que se passait-il? Pourquoi Louis disparaissait-il chaque nuit? Et pourquoi ces bruits sinistres? Le mystère ne réside pas toujours dans ce que l'on voit, mais souvent dans ce que l'on ressent, sans pouvoir le nommer. Et dans la maison d'Isabelle, ce que l'on ressentait chaque nuit dépassait l'entendement. Ce que l'on croyait être une série de coïncidences commença à s'organiser en un schéma obsédant. À chaque réveil à 3h07, le lit de Louis était vide. Et à chaque matin, il était revenu, endormi, paisible, comme s'il n'avait jamais bougé. Mais il y avait des preuves subtiles que quelque chose de grave se tramait. Isabelle commença à noter des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Le pyjama de Louis, autrefois propre, était parfois couvert de poussière ou d'une boue brunâtre. Une nuit, elle retrouva une feuille collée à son pied. Une feuille qui ne venait d'aucun arbre du jardin. En la montrant à un botaniste local, elle découvrit que cette plante n'existait plus dans la région depuis plus de 50 ans. Pire encore, elle ne poussait qu'à d'aux hautes altitudes, dans une zone aujourd'hui inaccessible. Cette anomalie fut le point de bascule. Ce n'était plus simplement un enfant somnambule, c'était autre chose. Une mécanique invisible à l'œil nu, mais trop précise pour être ignorée. Elle décida alors d'installer une caméra de surveillance dans la chambre. Rien de sophistiqué, juste un vieux modèle récupéré chez un voisin. Mais quand elle visionna l'enregistrement du matin, ce qu'elle vit défiait toute logique humaine. À 3h07, l'image devenait noire pendant exactement 33 secondes. Quand elle revenait, Louis n'était plus dans son lit. Pas de mouvement, pas de son. Juste un vide, un saut dans le temps, une absence pure. Et à chaque enregistrement, toujours la même séquence. 33 secondes d'ombre. Une durée précise, comme un code. Isabelle commença à explorer des pistes plus ésotériques. Elle consulta des archives locales, s'intéressa aux légendes du village, interrogea les anciens. Ce fut une vieille femme, Marguerite, qui lui révéla la première faille dans sa réalité. Cette maison, vous savez ce qu'elle était autrefois? Un hospice pour enfants, mais pas un hospice ordinaire. On y enfermait les enfants, spéciaux.
ceux que les autres ne comprenaient pas, ceux qui rêvaient trop loin. L'idée semblait folle, mais quelque chose, dans le regard de la vieille dame, laissait supposer qu'il y avait du vrai dans ses paroles. Les fondations mêmes de la maison étaient chargées de mémoire, et peut-être de douleur, et peut-être de douleur. Elle commença à rêver de ses enfants, des visages pâles, aux yeux sombres, aux voix presque muettes. Ils étaient alignés dans des couloirs sans fin, et ils l'appelaient. Ils disaient « Louis est à nous maintenant. Il entend ce que tu refuses de voir. » Isabelle se mit à fouiller la maison de fond en comble. Dans le grenier, elle découvrit une boîte verrouillée contenant des documents poussiéreux. Parmi eux, le journal d'un médecin nommé Docteur A. Lenoir, daté de 1893. Il y parlait d'expériences sur les enfants dotés de perceptions altérées. Des phrases effrayantes apparaissaient au fil des pages. Lorsqu'ils dorment, ils voient l'autre côté. Ils y vont. Ils en reviennent, parfois différents. Ce journal confirmait ce que le cœur d'Isabelle redoutait. Son fils n'était pas simplement somnambule. Il était peut-être en train de voyager. Pas physiquement, mais spirituellement, mentalement, à travers un plan d'existence que personne ne comprenait. Chaque nuit, il disparaissait dans cet espace qu'aucun adulte ne pouvait percevoir. Et chaque matin, il revenait. Mais pour combien de temps encore ? Une autre nuit, armée de courage et d'une caméra infrarouge, Isabelle resta éveillée, assise au pied du lit. Quand l'heure fatidique arriva, elle sentit d'abord une pression étrange dans l'air, comme si l'oxygène lui était retiré. Puis, un bruit sourd, un frémissement à la frontière de l'inaudible. Le temps sembla s'étirer. Et pendant ces 33 secondes, elle vit. Non, elle ne vit pas. Elle ressentit. Quelque chose était là, dans la chambre. Une présence, une forme que l'œil refusait de capturer, mais que l'âme reconnaissait. Elle n'était pas seule. Et Louis s'était déjà levé, marchait dans son sommeil, yeux grands ouverts mais vides, droit vers le mur. Puis, il traversa ce mur, comme s'il n'existait pas. Quand le temps reprit son cours, il n'était plus là. Le lendemain, elle retrouva son fils au même endroit. Il dormait, paisible, sur le lit, comme si rien n'était arrivé. Mais ce matin-là, il avait quelque chose dans la main, une petite clé rouillée. Elle n'avait jamais vu cette clé auparavant. Sur le métal était gravée une seule lettre, A. Un indice, un message, une invitation, ce ne fut que le début. Dès lors, chaque nuit apportait un nouveau symbole, un nouveau code, un nouvel objet. Des éléments épars, sans lien apparent, mais tous porteurs de cette même énergie oppressante, mystique, presque cosmique. Isabelle avait désormais la certitude que quelque chose cherchait à lui parler à travers son fils. Une force ancienne, intelligente, presque patiente. Mais dans quel but ? Et pourquoi son fils ? Elle ne savait pas encore que la réponse se trouvait dans le dernier objet que Louis lui apporterait. Une page arrachée du journal de Lenoir. Ce que les enfants savaient. La clé. Elle l'a fixée depuis des heures, posée sur la table comme un cœur oublié. La lettre A, gravée dans le métal rouillé, ne semblait pas humaine. Elle n'était pas décorative, ni alphabétique. Elle vibrait, littéralement. Lorsqu'Isabelle la tenait entre ses doigts, elle ressentait comme un fourmillement dans son bras, une résonance sourde, presque musicale, mais dissonante. Comme un appel. La page du journal, celle que Louis avait rapportée cette nuit-là, était un fragment déchiré, trempé dans une substance noire, à peine lisible. Mais ce qu'elle pouvait déchiffrer suffisait à faire basculer le peu de rationalité qui lui restait. Le passage ne s'ouvre qu'aux enfants vierges de raison. L'adulte ne peut entrer, sauf s'il renonce à voir le monde comme réel. Nous avons perdu 2 d'entre eux. Ils ne sont jamais revenus. Le mur est vivant. Isabelle sentit son cœur se serrer. Louis, était-il encore vraiment revenu ? Et si ce n'était qu'un reflet ? Une coquille vide qu'on lui avait rendue ? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle observe son fils jusqu'à l'heure du basculement. 3h07. Les secondes s'étiraient, l'air vibrait, et Louis se leva, comme toujours. Mais cette fois, Isabelle fit un choix fou. Elle suivit.
Pieds nus, frémissante, tenant la clé dans une main, elle le suivit jusqu'au mur. Le même mur qu'elle avait vu engloutir son fils dans l'indicible. Et cette nuit, ce mur était différent. Il n'était plus solide. Il respirait. Il ondulait comme la surface d'une eau sombre, et l'air autour d'elle sentait la pluie d'orage et les souvenirs mouillés. Louis tendit la main, la paume tournée vers l'obscurité, et la paroi s'ouvrit. C'est là qu'Isabelle comprit. La clé n'était pas pour une serrure, mais pour une autorisation. Un passage. Une permission d'entrer là où aucun adulte ne devait jamais aller. Elle pénétra dans ce qui ne pouvait pas exister. Ce n'était ni une pièce, ni un tunnel. C'était un entremonde. Un couloir de brume, sans haut ni bas, avec des escaliers qui montaient sans destination, et des portes suspendues dans le vide, certaines ouvertes sur des paysages figés. Une forêt inversée, une mer verticale, une classe d'école où tous les enfants avaient des visages flous. Louis marchait devant elle, guidé comme un funambule par une force invisible. Elle tenta de l'appeler, mais sa voix ne sortit pas. Ici, le son était interdit. Seuls les souvenirs parlaient. Des silhouettes passèrent près d'elle, translucides. Des enfants, des dizaines d'enfants. Certains pleuraient sans larmes, d'autres murmuraient dans des langues que même les rêves ne comprenèrent pas. Mais tous avaient une chose en commun. Ils tenaient quelque chose. Une lumière, une boîte, un jouet, un livre, un fragment de leur propre humanité. Et plus loin, tout au bout de cet espace déchiré, se tenait la salle. Un amphithéâtre sans murs, sans plafond, où les lois de la gravité n'étaient qu'un souvenir. Au centre, un cercle de pierre, et dans ce cercle, une entité. Pas un monstre, pas un démon. Quelque chose d'ancien, oui, mais surtout, curieux. Elle ne le voyait pas vraiment, elle le ressentait. Une conscience étrangère, immense, comme si une galaxie entière l'observait à travers la pupille d'un enfant mort. Cette chose ne voulait pas leur faire du mal. Elle voulait comprendre. Comprendre pourquoi les enfants oubliaient. Pourquoi, en grandissant, ils cessaient de voir les autres portes. Pourquoi ils abandonnaient les voix, les signes, les reflets vivants. Alors, elle vit ce que Louis voyait, ce que tous les enfants qui disparaissaient le voyaient. Le passage n'était pas une punition, c'était un retour. Un lieu où les âmes d'enfants entraient pour négocier avec le monde invisible, pour sauver le reste d'entre nous, pour retarder l'effondrement des réalités, pour que le monde, là dehors, ne s'effondre pas sous le poids de son propre oubli. Et chaque nuit, à 3h07, ils venaient. Ils entraient. Ils offraient une part d'eux-mêmes à l'inconnu, pour que nous puissions continuer à vivre comme si tout était normal. Mais cette nuit, quelque chose avait changé. L'entité s'adressa à elle, pas par des mots, par une vérité brute. Lui, ton fils, a vu trop loin. Il est le seuil. Tu dois choisir. Ou bien il reste ici, ou bien il revient, mais il ne sera plus tout à fait lui. Isabelle tomba à genoux. Elle comprit. Louise était devenue un pont, et ce pont devait être brûlé ou sanctifié. Elle tenait la clé encore dans sa main. Elle tremblait. Elle savait que ce qu'elle ferait dans les 30 prochaines secondes changerait non seulement la vie de son fils, mais peut-être la nature du monde entier. Elle regarda Louis, toujours calme, les yeux clos, au centre du cercle, et elle fit son choix. Elle posa la clé sur le sol. Puis elle murmura dans son esprit « Je renonce à comprendre, je choisis l'amour ». Le sol se mit à vibrer, la lumière se tordit, et une force immense la projeta en arrière. Elle se réveilla dans sa chambre, en sueur, tremblante, seule. Elle courut dans la chambre de Louis. Il était là, endormi, respirant, souriant. Mais dans sa main fermée, il tenait la clé. Et sur le mur, là où il avait disparu chaque nuit, quelque chose avait changé. Une fissure, fine, presque invisible, mais palpitante, comme si le mur lui-même avait un cœur. Les oubliés veillent. La fissure ne s'est jamais refermée. Isabelle l'observait chaque jour, parfois des heures durant, comme si elle attendait un murmure ou un signe. Elle avait tenté de la photographier, de la mesurer, de la recouvrir. Mais elle revenait toujours, identique, palpitante. Un battement sourd,
comme le cœur d'un souvenir refusant de mourir. Louis, lui, ne parla jamais de cette nuit. Mais il avait changé. Ses yeux. Il y avait dans son regard quelque chose de plus vaste, de plus vieux que son âge. Une gravité silencieuse, comme si chaque mot qu'il prononçait pesait plus qu'avant. Il n'était pas triste, ni distant, juste. Ailleurs, parfois, comme s'il continuait de voir ce que les autres avaient oublié. Isabelle avait choisi l'amour. Elle l'avait sauvé. Mais elle savait ce qu'elle avait laissé derrière. Et ce qu'elle avait compris la hantait chaque nuit. Elle consulte des spécialistes, neurologues, psychologues, hypnothérapeutes. Tous s'accordaient bien sur une chose. Louis était sain, trop sain. Une conscience d'une limpidité inquiétante. Il ne rêvait pas, il ne mentait pas, il savait. Alors, elle cessa de chercher des réponses. Jusqu'au jour où un autre enfant disparut. La nouvelle tomba comme une gifle glacée. Un garçon de 8 ans, dans une ville voisine, retrouvé endormi au pied de son lit, mais changé. Exactement comme Louis. Même silence, même fissure dans le mur, même clé. Isabelle sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une anomalie, ce n'était pas un cas isolé. C'était un réseau, invisible, vivant. Un mécanisme archaïque, enfoui sous les couches de la modernité. Un rite ancien, caché dans les fondations du monde. Elle commença à chercher les autres. Les parents, les enfants revenus. Les témoignages, rares et déformés, affluaient. Il ne dort plus jamais vraiment. Elle parle avec des ombres. Il dessine des symboles que personne ne comprend. Elle les retrouva. Un à un. Dans les forums abandonnés, les bibliothèques poussiéreuses, les asiles oubliés. Tous décrivaient la même chose. Un monde derrière le monde. Une entité curieuse. Un mur vivant. Une clé. Alors elle comprit l'ampleur. Chaque ville, chaque époque, chaque génération. Il y avait toujours un enfant, un seuil, et toujours un parent qui devait choisir. Louis devenait plus étrange. Non pas effrayant, mais révélateur. Il posait des questions que seuls les vieux posent. Il savait des choses qu'aucun adulte n'osait affronter. Un jour, il demanda à sa mère, les yeux rivés à la fissure, « Maman, tu crois que les adultes oublient exprès ou parce qu'ils ont trop peur ?» Elle ne répondit pas, car elle savait. Le monde ne voulait pas de vérité. Il voulait des murs bien solides, bien peints, qui ne battent pas, qui ne respirent pas, qui n'ouvrent aucune porte. Mais les murs vivaient, et chaque fissure était un œil, une bouche, un souvenir. Alors Isabelle écrivit, un journal, un manuel, un guide. Pas pour comprendre, mais pour se souvenir, pour préparer ceux qui viendraient après, pour les parents, pour les enfants, pour ceux qui auraient à choisir. Voici ce qu'elle y consigna. 1. L'heure n'est jamais un hasard. 3h07. Toujours. Ce n'est pas une heure, c'est un seuil temporel. Une faille entre deux réalités. 2. L'enfant est le miroir. Ce n'est pas un élu, ce n'est pas une victime. C'est un reflet de ce que le monde refuse de voir. Un message dans une bouteille. 3e. Le mur est un passage. Toujours dans la chambre, toujours personnel. Il prend la forme d'un oubli. Un recoin, une tache, une fissure. 4e. La clé n'est jamais à chercher. Elle vous trouve. Elle apparaît quand vous êtes prêt à l'utiliser. Et elle vibre au contact de la mémoire. 5e. L'entité n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Elle observe. Elle nous traverse depuis l'enfance de l'humanité. C'est le miroir de notre inconscient collectif. Le réservoir de nos peurs et de nos merveilles. 6. Le choix est sacré. Chaque parent qui entre dans ce monde doit choisir. Raison ou amour. Savoir ou sacrifice. Rester ou revenir. Et ce choix façonne la suite. 7. L'oubli est une protection, mais aussi une prison. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un confort, une cage que nous avons dorée. Et les enfants sont les clés que le monde envoie pour la rouvrir. Le livre ne fut jamais publié, mais il circula, par fragments,
par rumeur, par copies anonymes. On le surnomma le guide des oubliés. Et dans les cercles discrets, on murmurait qu'il existait un réseau de parents éveillés, veillant en silence. Ils n'agissaient pas. Ils attendaient. Car un jour, le monde demanderait des comptes. Louis grandit. Il devint un adolescent étrange mais lumineux. Il parlait peu, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Ses dessins furent qualifiés d'inquiétants par ses professeurs. On lui demanda souvent pourquoi il représentait des escaliers sans fin, des enfants aux yeux de lumière, des murs ouverts sur l'univers. Il répondait simplement « Je dessine ce que je me souviens ». À ses 16 ans, la fissure disparut. Isabelle crut, un instant, que tout était fini. Mais cette nuit-là, à 3h07, elle sentit une présence dans le couloir. Elle ouvrit la porte de sa chambre. Louis n'était plus là. Sur son lit, une feuille blanche. Dessus, un dessin, un cercle, une clé. Un enfant qui regarde le monde à travers une fissure. Et cette phrase « Je ne pars pas, je veille ». L'appel invisible de la chambre vide. Il est des détails que l'on ne remarque que lorsqu'ils se répètent. Ce sont les échos de l'étrangeté qui, au départ, passent pour des coïncidences. Mais lorsque les coïncidences deviennent habitude, il faut cesser de les ignorer. La chambre de Léo, chaque matin, retrouvait un ordre parfait. Sa couverture était repliée, ses jouets remis en place, et son carnet de dessin, toujours fermé, bien aligné sur le bord de son bureau. Et pourtant, chaque nuit, à 3h07 exactement, la caméra de surveillance s'arrêtait de fonctionner. Un écran noir, muet, pendant 4 minutes. Puis, comme si de rien n'était, l'image revenait. Léo n'était plus là. Pas un cri, pas un mouvement, pas même une trace. Dans les premières nuits, sa mère avait cru à une erreur technique. Elle avait changé de caméra, contacté un technicien, modifié l'éclairage. Rien. L'écran noir revenait. Toujours. À la même heure. À la même minute. Comme une horloge invisible, réglée sur l'inexplicable. Mais ce que peu comprendraient, c'est que le mystère ne se cache jamais dans l'évidence. Il réside dans le silence entre deux respirations, dans l'absence de bruit, dans ce qui devrait être là, mais ne l'est plus. Elle découvrit, une nuit, que le miroir de la salle de bain en face de la chambre de Léo n'était plus exactement le même. Il semblait incliné. Un angle infime, presque imperceptible, à l'œil nu. Et pourtant, quand elle s'y regarda, son reflet était décalé. Une milliseconde en retard. Comme si une version d'elle-même venait d'un autre endroit, ou d'un autre instant. Le lendemain matin, elle retourna dans la chambre. Et sur le carnet fermé de Léo, une feuille avait été déchirée. La page précédente portait encore les marques d'un crayon. Un dessin griffonné. Un œil. Immense. Unique. En son centre, une pupille ouverte comme une porte. Elle comprit alors que le mystère n'était pas une question de disparition, mais de passage. Et si la chambre n'était pas un simple espace physique? Et si, chaque nuit, elle devenait un seuil? Une faille? Un entre-deux-mondes? Les choses banales commencèrent à lui parler. Le bruissement d'une feuille, le balancement d'un lustre sans vent, l'ombre sous le lit, qui ne bougeait pas, même lorsqu'elle passait la main dans la lumière. Chaque élément portait une intention, une mémoire. Comme si la maison elle-même savait, mais refusait de parler clairement. Ce fut le 9e soir qu'elle osa rester dans la chambre, après 3 heures du matin. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit vide de Léo. La caméra était branchée, un micro l'accompagnait. À 3h05, le froid monta dans la pièce, non pas un froid physique, mais une présence. Une densité invisible. Et puis, elle l'entendit. Un mot, soufflé sans bouche, dans une langue qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle comprit. Un seul mot. Viens. Ce n'était pas une voix d'enfant, c'était plus ancien, plus profond, comme si le mur lui-même l'avait prononcé. Ce soir-là, elle remarqua une autre chose. Le tapis sous le lit avait bougé. d'1 centimètre. Et dessous, un petit objet métallique qu'elle n'avait jamais vu. Un anneau finement gravé avec des symboles anciens. 3 spirales entrelacées, formant une sorte de labyrinthe. Au centre, une étoile inversée. Non pas une étoile satanique, mais un symbole, cosmique. Elle porte l'objet à ses lèvres,
comme pour écouter son silence. Et ce qu'elle ressentit alors fut plus qu'un frisson. Ce fut une mémoire qui n'était pas la sienne. Une vision d'un escalier sans fin, d'une porte faite de brume et d'un enfant qui souriait sans yeux. Ce fut ce soir-là qu'elle cessa de chercher une explication rationnelle. Le lendemain, elle visita une vieille femme, connue dans le village pour son savoir ésotérique. Une ancienne linguiste, aujourd'hui recluse, qui avait étudié les langues mortes du monde entier. En voyant l'anneau, la vieille devint pâle. « Ce n'est pas une langue, c'est une clé !» Elle expliqua que ce symbole appartenait à une culture disparue, oubliée, effacée des livres d'histoire. Une civilisation qui croyait que chaque enfant, entre 7 et 10 ans, possédait un pont vers l'invisible. Et que certains d'entre eux, s'ils étaient appelés, pouvaient voyager, mais à un prix. La mère comprit que Léo n'était pas simplement enlevé. Il était sollicité, attiré, choisi. Mais par quoi? Ou par qui? Dans les jours qui suivirent, elle mena ses propres recherches. Les dessins de Léo prenaient une nouvelle signification. Ils représentaient tous un même lieu, un arbre, immense, noir, aux racines plongées dans un vide sans fond. Cet arbre revenait encore et encore. Parfois, un enfant y apparaissait. D'autres fois, une main, tendue depuis l'intérieur du tronc. Elle comprit que Léo ne dessinait pas ce qu'il voyait, mais ce qu'il vivait. Et chaque nuit, ce monde invisible devenait plus réel que le sien. Un détail, cependant, changea tout. Sur un dessin plus récent, un symbole apparut sur le bras de l'enfant, le même que celui de l'anneau, et sous l'arbre, une silhouette, une femme, agenouillée, qui pleurait. Elle comprit alors que Léo n'était pas seul, et qu'il l'attendait. Mais attendre n'était plus suffisant. Elle prit une décision. Elle dormirait dans la chambre, avec l'anneau autour du cou. À 3h06, elle s'assit sur le lit, ferma les yeux et attendit l'écran noir. Un grésillement dans l'air, une odeur de brûlé, un goût métallique sur la langue. Et puis, plus rien? Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans la chambre. Le plancher avait disparu. Le ciel n'avait plus d'étoiles. Et face à elle, l'arbre. Le même que sur les dessins. Mais cette fois-ci, il respirait.